Donc on va enchaîner après ce panorama, on va voir les outils. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outils open source en neurofeedback pour répondre aux enjeux soulevés par ce panorama. Alors on a le plaisir de recevoir Jonas Chattel. Alors on s'était rencontrés sur des formations doctorales, je pense en 2011-2012, si je me souviens, ça fait déjà pas mal de temps. Donc ça avance, nous aussi. Et donc on va voir quels sont justement ces outils pratiques qui peuvent permettre de répondre aux enjeux que soulève le challenge de l'open data pour les neurosciences cognitives et en particulier le champ du neurofeedback. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jonas Chattel-Goldman, je suis cofondateur et responsable scientifique à OpenMind Innovation, une start-up de neurosciences appliquées. Pour nous présenter en très bref, on propose des services qui s'appuient sur des mesures de la physiologie, des mesures du comportement, notamment dans des situations en réalité virtuelle, et des mesures du ressenti subjectif, avec des approches un petit peu phénoménologiques, pour aller évaluer puis entraîner des compétences cognitives et psychosociales sur de la population générale, notamment en entreprise. On mène aussi pas mal d'activités de recherche avec un certain nombre de laboratoires. Je voudrais commencer par remercier Jean-Arthur et toute la section Next de bien avoir voulu ouvrir le programme à des scientifiques hors champ académique. Pour avoir fait moi-même la transition de l'université à la start-up, je suis convaincu de l'intérêt de ce type d'ouverture. Parce que dans le privé, on ne discute pas avec les mêmes personnes, on n'a pas forcément les mêmes applications en tête, on n'a pas forcément les mêmes moyens ou les mêmes contraintes pour mener de la recherche. Et donc c'est une occasion vraiment d'élargir le champ avec des regards frais, de la même façon que nous, on a aussi c'est tout à fait important pour nous de garder un pied et un morceau de notre cerveau auprès des académiques. Une autre chose, ça peut sembler étrange de la part d'une organisation a priori à but lucratif de s'intéresser à des aspects open science. Il faut savoir qu'il existe un certain nombre d'acteurs privés, dont OpenMind Innovation fait partie, qui cultivent une vraie sensibilité pour les approches open source. Donc ça nous tient vraiment à cœur. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Dans tous les cas, il y a un autre enjeu réel aussi qu'il faut bien noter, c'est qu'il y a des intérêts entrepreneuriaux et business à faire de l'open science, c'est-à-dire open source as a business opportunity, quoi. Je pourrais élaborer là-dessus si vous voulez dans les questions. Donc fin du disclaimer, ceci n'est pas une communication commerciale. Je vais essayer ici de situer les enjeux de l'open source en neurophysiologie avec un tour d'horizon des outils disponibles au niveau logiciel et matériel. Alors bon, certains d'entre vous ont déjà dû remplir le questionnaire de Xavier, mais je voulais quand même savoir, parmi vous, qui a déjà eu l'occasion de faire passer soit une session de neurofeedback. Vous levez la main. Pas tout le monde, à peu près peut-être la moitié des gens. Et parmi ceux qui ont eu cette occasion, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des logiciels commerciaux clés en main, c'est-à-dire où on vous permet de choisir directement parmi un certain nombre de biomarqueurs ou de feedback déjà établis, déjà implémentés? Je vois pas forcément grand monde. C'est intéressant, c'est-à-dire que la plupart des gens qui ont fait passer du neurofeedback ici sont plutôt axés open source, ou sont plutôt en tout cas axés sur des logiciels où on va soi-même programmer les choses. Ça montre qu'il y a vraiment un intérêt fort dans la communauté ici. Au cours de cette présentation, je vais essayer de vous convaincre qu'il y a un vrai enjeu, mais même si vous êtes manifestement déjà convaincu, de l'open source, de l'utilisation de ces outils-là, notamment pour chercher à améliorer les pratiques en neurofeedback, en particulier en termes de reproductibilité des protocoles, en termes de réduction de possibles biais ou erreurs techniques, et de façon plus générale pour essayer de permettre une appropriation plus grande de ces outils, de ces pratiques, à une communauté plus large. Et cet enjeu-là, il tient à la façon dont on choisit ou non comment s'effectue l'entièreté de la chaîne d'acquisition et de traitement au biosignal, c'est-à-dire du niveau de transparence sur l'implémentation. Donc je vais vraiment essayer d'aller vous montrer qu'il y a de l'importance ici sur ces aspects d'implémentation.
Donc il y a une prise de conscience progressive dans le champ du neurofeedback, de l'importance d'aller vers de meilleures pratiques vertueuses, à la fois pour améliorer l'efficacité des protocoles de neurofeedback et aller vers une plus grande rigueur dans la recherche. Moi je soutiens qu'il est également important pour les praticiens et les chercheurs d'avoir connaissance d'un certain nombre d'éléments techniques qui sont sous-jacents, qui font partie intégrante des systèmes de neurofeedback. Et notamment de façon, donc que ce soit au niveau logiciel, matériel, de façon à faire en sorte qu'ils ne viennent pas s'ajouter à la liste déjà longue des facteurs de confusion en neurofeedback. Or, la connaissance, la maîtrise et la reproductibilité de tous ces éléments techniques dépend fortement des outils qui sont utilisés. Avec notamment une différence de philosophie, on va dire, entre des outils protégés, commerciaux, et des outils libres, en open source, où on a accès à absolument toutes les données. Donc là, moi, je vais vraiment me concentrer maintenant plus sur des aspects logiciels, matériels. Vous avez déjà vu quelques éléments autour des bases de données avec Xavier. Alors, l'EEG, je pense que vous êtes tous familiers du principe d'un EEG. On commence avec des électrodes qui vont mesurer l'activité électrique en surface du cerveau. Ces électrodes sont reliées par des câbles à un amplificateur qui communique lui-même avec un logiciel sur un ordinateur qui va vous sortir des données qu'on peut analyser, interpréter pour en sortir des biomarqueurs utilisables notamment en neurofeedback. Il faut savoir que sur cette chaîne, il va y avoir plein de facteurs techniques possibles qui vont possiblement impacter la qualité des signaux EEG. Je vais juste vous en citer quelques-uns rapidement. Au niveau des amplificateurs, on va avoir possiblement des pré-traitements, donc des filtrations qui vont être effectuées, qu'on peut même maintenant retrouver au niveau des électrodes, avec une nouvelle génération d'électrodes actives qui implique une partie de pré-amplification. Le logiciel va en général communiquer avec l'ampli par l'intermédiaire de drivers qui vont être responsables d'assurer la synchronisation, le bon timestamping des données. Le logiciel lui-même va souvent mettre en place un certain nombre de traitements ou de pré-traitements qu'on peut choisir, mais malheureusement on va souvent choisir ça un petit peu en hauteur. On va par exemple choisir un filtre avec une bande de fréquence, on ne va pas choisir exactement l'implémentation pratique du filtre. Et comme les fabricants protègent et souvent brevettent l'ensemble de leurs solutions logicielles ou matérielles, on n'a pas accès justement à cette implémentation pratique. Donc ça, à la limite, ce n'est pas forcément un problème si les fabricants font bien leur travail, mais ça nous impose, nous, en tant qu'utilisateurs, de leur faire une entière confiance, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc pour répondre à ça, il y a en effet des avancées, en tout cas dans le champ de l'open access, de l'open source, aussi bien sur les aspects logiciels que matériels, qui visent à ouvrir complètement les plans pour ce qui est du cas du matériel, avec des plans d'implémentation des différents composants électroniques ou le code dans le cas des logiciels, pour permettre à une communauté avec possiblement beaucoup plus de membres que le petit service R&D d'une boîte qui fait uniquement ses solutions à elle, d'avoir accès à tout ça, d'avoir une forme de review, comme pour les publications scientifiques qui sont reviewées au moment de la soumission, et pour permettre ainsi de s'affranchir d'un certain nombre de biais ou d'erreurs possibles, parce que l'erreur est humaine et qu'on peut en retrouver partout. Alors, je ne veux pas non plus porter une image trop noire des fabricants. On n'est pas uniquement sur un truc dichotomique. Il y a notamment un certain nombre de fabricants qui montrent vraiment une bonne volonté d'aller vers plus de transparence et qui proposent par exemple des API, des sortes de petites briques logicielles qui permettent de faire l'interface avec leur matériel et qui sont utilisables dans des logiciels open source tiers, qui ne sont pas forcément les leurs. Je pense notamment à Neuroelectrics qui sont ici et qui ne me sponsorisent pas, je précise. Alors là-dessus, justement, à l'interface entre le matériel et le logiciel, je voulais vous parler dans ce tour d'horizon d'un protocole de communication qui connaît un succès grandissant, qui s'appelle Lab Streaming Layer, qui consiste en fait à proposer une façon de communiquer pour aller assurer l'acquisition et la synchronisation de données
très variés possiblement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce protocole-là, donc à droite, c'est une capture d'écran de leur repository, donc c'est l'endroit où le code est stocké sur Internet, qui est librement accessible. Bah, on voit que, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais il y a plein de noms de marques qui sont affichés. Tout ça, c'est autant de modules, de petits applicatifs qui rendent l'app streaming layer compatible avec des matériels de chez Enobio, Kinect, et j'en passe. Donc en fait, ça c'est en général soit du code qui a été développé par les fabricants qui ont bien voulu mettre un peu de temps là-dessus, soit c'est la communauté qui a développé ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce même protocole de communication peut être utilisé pour, déjà de façon complètement libre et gratuite, il est complètement accessible, et il peut être utilisé pour aller mettre ensemble des données possiblement très hétérogènes, issues de flux de données très différents. Donc il a maintenant à peu près 5 ans, ça devient quasiment un standard. Ça a aussi des limites. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a d'autres protocoles qui peuvent répondre à ça, comme 0MQ qui est implémenté dans TimeFlux. Alors, ce que j'ai présenté jusque-là, ça s'appliquait pas mal à tout ce qui est matériel recherche, relativement coûteux. On sait également, on a un intérêt particulier là-dessus dans le milieu des startups, qu'il y a toute une émergence d'outils au niveau grand public, que vous devez sans doute connaître, et qui pose un petit peu problème parce que le modèle économique des boîtes derrière ces outils-là ne consiste pas seulement à avoir de la valeur ajoutée sur le matériel, mais aussi sur les traitements qui sont effectués. Et donc il y a une certaine opacité, avec une grande difficulté à aller retrouver les données brutes sur ces matériels. Avec du coup une défiance certaine, parler de n'importe quel dispositif comme ça à des experts de la communauté au niveau recherche, en général, ils seront assez dubitatifs. Pourtant, ces dispositifs-là ont des facteurs de forme, c'est-à-dire des formes au niveau ergonomie qui sont vraiment géniales, qu'on ne retrouve pas au niveau recherche, qui offrent ils sont très bas coût, donc ça offre des possibilités énormes pour aller démocratiser des études en neurosciences. Il y a eu des exemples d'utilisation d'émotives en Inde sur des populations qui n'avaient jamais été testées auparavant. Donc c'est vraiment problématique. Moi j'ai un exemple au sein d'OpenMind, alors pas dans le cadre du neurofeedback, mais au début on voulait faire un protocole de biofeedback basé sur de la mesure de l'activité cardiaque en utilisant une montre dont je tairai le nom, qui permet de mesurer l'activité cardiaque et la sudation. Et en fait on ne comprenait pas. Voilà, il n'y en a pas 36 000. On ne comprenait pas, il y avait énormément de bruit dans le signal, donc ça nous a conduit en fait à faire du rétro-engineering, c'est-à-dire concrètement à hacker la montre pour retrouver malgré tout les données brutes qui étaient cachées par le constructeur, pour se rendre compte que les données étaient méga bruitées, super sensibles aux artefacts de mouvement, etc., et que le constructeur venait filtrer à mort pour mettre un petit peu tout ça sous le tapis. Donc nous, ça nous a conduit à mettre ce dispositif de côté pour aller vers des outils un peu plus qualitatifs, mais c'est problématique. On va quand même vers une ouverture des données, à l'initiative principale de la communauté, en fait, et où, du coup, de fait, il y a les constructeurs, avec là aussi différents niveaux d'ouverture, qui se mettent à suivre en proposant de plus en plus l'accès aux données. MyBrain, par exemple, ont ouvert, qui sont ici aussi, ont ouvert une API qui permet d'accéder aux données brutes, là, la semaine dernière, je crois. Donc ça progresse malgré tout de ce côté-là. Donc en parlant communauté, pareil, Xavier vous en a parlé rapidement, vous avez dû le voir quelque part, NeurotechX. Faut savoir qu'il y a en dehors du domaine clinique et recherche, une communauté grandissante d'acteurs qui viennent d'horizons très variés. Ça peut être des gens qui sont issus de la recherche, ça peut être des gens qui travaillent en entreprise, mais ça peut être des artistes, on a aussi des hackers, on a des gens qui veulent apprendre à mieux comprendre le fonctionnement de leur corps avec des états altérés de conscience en mettant en place les différents outils, etc. Et qui se sont notamment regroupés dans une association à la base américaine qui s'appelle NeurotechX, qui est très vivante, qui est grandissante, il y a plus de 5000 membres, avec des sous-associations, notamment en France, avec Coglab, et une volonté forte aussi de diffuser l'information et le savoir, avec une initiative comme Neurotech Edu, où vous pouvez librement aller consulter des cours sur les interfaces cerveau-machine, sur les neurosciences, qui sont très bien faits et très bien vulgarisés. Et donc c'est ces communautés-là
qui travaille à élaborer des dispositifs, que ce soit au niveau logiciel ou matériel, en open source. Donc, je vais vous présenter deux exemples de dispositifs en open hardware sur de l'EEG. Un premier qui est bien connu, c'est OpenBCI, qui a maintenant peut-être 4-5 ans, qui a été fait par une équipe à la base de New York, où ici on a un casque où ils ont fait le parti pris d'être sur un squelette rigide, qu'on peut commander en kit ou qu'on peut faire soi-même. On peut par exemple imprimer le squelette avec une imprimante 3D. On va être sur une technologie à base d'électrodes sèches, maximum 16 canaux, communication Bluetooth qui n'est pas forcément super stable, sur une gamme de prix de l'ordre de $2500 pour du 16 canaux, ce qui est à peu près raisonnable en comparaison des dispositifs recherche. Un autre dispositif, et là attention, j'ai un conflit d'intérêts puisque OpenMine vient subventionner, financer le développement de ce dispositif qui, pour le reste, sera et reste complètement open source, c'est EEG.io. Donc là, l'idée, c'est que nous, on s'est retrouvé face un peu à une impasse entre les dispositifs grand public qui n'étaient pas qualitatifs, mais qui permettaient d'aller, et les dispositifs, recherche, qui ne permettaient pas forcément de mettre à l'échelle ou trop coûteux. Et donc, on a décidé de contribuer de notre modeste façon à essayer d'avancer de ce côté-là, en développant et finançant un projet qui a été initié par un chercheur qui s'appelle Alexandre Barachand, où là on va aller pousser les choses vers une plus haute densité d'électrodes. Donc on va sur plutôt 32 voire 64 électrodes, toujours en technologie sèche. On inclut quelque chose qui se retrouve pas souvent, même sur des dispositifs recherche, qui est un shield électromagnétique. Donc en principe c'est juste une couche de tissu conducteur qui est reliée à la masse et qui vient agir comme une cage de Faraday pour réduire les interférences électromagnétiques. On est sur des amplificateurs avec des composants qui permettent d'être au niveau du kilohertz, avec des transmissions USB, Bluetooth, Wi-Fi. Donc, ce qui permet aussi d'être utilisé même dans des contextes très bruités. Et on essaye de maintenir des prix de l'ordre de 500 à 1000 euros pour un dispositif 32 électrodes. Si vous êtes familier des dispositifs recherche, c'est vraiment pas cher. Donc bon, on va essayer de faire un truc où les gens pourront également commander des kits. On n'a pas encore forcément le modèle commercial de Calais et on est en fin de développement en fait. On devrait avoir une version mature courant l'été. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces dispositifs-là ont un inconvénient majeur, c'est que pour des applications cliniques, c'est que ce ne sont pas, j'ai plus le français, pardon, mais c'est pas certifié comme des dispositifs médicaux. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut se permettre d'être aussi peu cher et que pour leur défense, les fabricants sont forcés de vendre des composants relativement chers. C'est que c'est très compliqué d'aller obtenir ce genre de certification. C'est des contraintes dans tous les sens, donc ça demande plus de ressources de façon générale. Alors pour finir sur l'open hardware, encore une fois, on sort légèrement du cadre du neurofeedback, mais on reste dans des applications possibles avec le biofeedback. Il y a également des outils qui existent au niveau des mesures physiologiques. Donc là, je vais vous citer deux exemples avec des boîtes portugaises géniales. Bitalino, où là, on est vraiment sur du prototypage, donc on n'est encore une fois pas sur un dispositif médical. En revanche, regardez un petit peu les prix, on est sur du 150 € pour un dev kit avec environ une dizaine de mesures différentes et où là aussi, comme on est sur de l'open, tout est ouvert. Vous avez les plans, vous avez les drivers, etc. Un pendant plus médical, c'est Biosignal Plus, où là on est légèrement plus cher. En revanche, c'est certifié médical, donc c'est utilisable dans un cadre clinique et recherche. Alors, une petite aparté, avant de passer aux aspects plus logiciels et d'implémentation. Est-ce que vous savez que l'ensemble des mesures de moyenne, de corrélation, de densité spectrale, tout ce qui peut être utilisé par exemple pour des biomarqueurs, sont fausses? J'enfonce un peu les clous, mais en fait, il faut savoir que d'un point de vue théorique, pour arriver à des moyennes, des corrélations des densités spectrales réelles, en fait, il faudrait appliquer ça à des séries temporelles, théoriquement, d'une durée infinie. En pratique, c'est jamais le cas. Là où je veux en venir, j'y vais un peu fort volontairement, mais c'est qu'on est toujours sur un cadre d'estimation
Et qui dit estimation dit des méthodes différentes pour arriver à estimer les mesures, avec du coup des choix qui sont souvent des choix humains, des paramètres, etc. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir un traitement et de dire je vais prendre la puissance dans telle bande de fréquence, mais le choix même des méthodes qui vont être utilisées pour arriver à cette bande de fréquence, vu qu'on n'a pas de moyen d'arriver à la vraie valeur, on a plein de moyens d'y arriver, va être importante. L'autre élément important en neurofeedback, c'est qu'il y a une différence entre des traitements hors ligne et pseudo-temps réel. On est beaucoup plus libre dans les traitements hors ligne, ça nous permet de faire des choses comme, par exemple, appliquer un filtre dans un sens, puis en ayant pris l'ensemble des données qui peuvent durer plusieurs heures, l'appliquer à nouveau dans l'autre sens pour en sortir des données filtrées où il n'y a pas de déphasage. Donc ça, c'est des astuces mathématiques qu'on ne peut pas du tout faire quand on est dans un cadre de temps réel, où là, il faut absolument travailler sur des fenêtres courtes pour donner un retour à l'utilisateur où il n'y ait pas de délai perceptible. Donc là, il y a un exemple aussi qui vous montre que des choix très légers sur des paramètres en pré-processing peuvent avoir une influence forte sur les mesures obtenues, en l'occurrence dans le contexte de potentiel évoqué. Alors, quel logiciel utiliser pour le neurofeedback? Bon, il y en a beaucoup, là c'est une liste qui est pas exhaustive. D'un point de vue commercial, c'est tout un marché, mais même d'un point de vue des logiciels libres, il en existe quand même pas mal avec un nombre grandissant. Savoir que EEG Lab, MNI, Brainstorm, qui sont assez connus, sont plutôt orientés pour des analyses hors ligne, et que ceux que j'ai pointés au-dessus, par contre, permettent réellement d'appliquer des choses en temps réel. Donc pour faire son choix là-dedans, moi je ne vais pas vous dire celui-là c'est le meilleur, etc. Mais il y a quelques informations qu'on peut considérer, notamment des aspects de licence. Les différents, des logiciels commerciaux, de toute façon, ils sont sous licence commerciale, donc vous n'allez pas forcément pouvoir voir le contenu, et les utilisations sont vraiment au cas par cas et moyennant finance. Mais sur les logiciels libres, il y a différents types de licences plus ou moins permissives. Depuis des licences type MIT, où en gros, très très courte, consiste juste à dire faites ce que vous voulez tant que vous ne me collez pas un procès aux fesses. Donc là, c'est le cas par exemple de TimeFlux que je vais présenter juste après, jusqu'à des licences comme la GPL, qui sont de type un peu contaminante, c'est-à-dire que si on devait dériver les logiciels en question ou les partager, il y a quelques contraintes qui imposent que les nouveaux logiciels soient également sous licence GPL. Ça, c'est le cas en partie, il me semble, de OpenVibe, si je ne me trompe pas. Il vient de me dire aucune de ça. C'est Affero GPL maintenant. C'est pas GPL, mais c'est Affero GPL. Affero GPL, ok. Bon, alors, j'ai pas là-dessus, ton éclairage sera le plus bienvenu. Dans les autres informations qu'on peut aussi considérer, il y a les types de langages de programmation. Alors ça, au-delà de quel langage je sais coder, ça présente un intérêt du point de vue de l'environnement, en fait. C'est-à-dire qu'un outil donné, il va bénéficier d'un environnement de traitement avec des librairies, selon le type de langage. Python, par exemple, étant un environnement très, très développé là-dessus. Les plateformes, les domaines d'application, donc c'est vraiment du cas par cas. En termes de domaine, on peut avoir intérêt à aller utiliser quelque chose qui n'est pas orienté purement neurofeedback. Alors là, peut-être pour des applications plus recherche, plus pointues, mais il y a des traitements qui sont appliqués sur des séries temporelles en géosciences, en astrophysique, sur des données de flux financiers qui peuvent présenter un intérêt possible pour être, si on les transfère et qu'on les applique à des données biologiques. Donc deux exemples de plateformes. OpenVibe, évidemment, je pense que vous connaissez tous, en C++. Là encore, j'ai un conflit d'intérêt puisque OpenMind Innovation a participé et finance le développement de TimeFlux, qui est une autre plateforme. Je n'ai pas forcément le temps de vous donner les détails du pourquoi et du comment, mais on s'est retrouvé face à des contraintes qui nous ont imposé vraiment, notamment en raison de choix d'environnement, d'avoir des choses qui tournent en Python, très légères, etc. Donc TimeFlux a été partagé le mois dernier et on est en développement continu. Dernière chose, il y a une initiative très très bien, alors plutôt dans le champ des interfaces cerveau-machine, développée à la base par Alexandre Barachan, qui s'appelle MOHAB pour Mother of All BCI Benchmark. Et où là, l'idée générale, c'est de se dire, en fait, on a plein d'approches de pipeline, de datasets différents qui sont impliqués en interface cerveau-machine. On n'a pas vraiment de moyens d'aller pouvoir comparer tout ça en mettant tout ça sur le même plan.
Et donc le principe de Moab, ça consiste à utiliser des données avec des jeux de données ouverts qui sont mis sur des serveurs librement accessibles et sur lesquels on peut faire tourner des calculs facilement. Utiliser des paradigmes, c'est-à-dire des descriptions des expériences très bien faites, complètement ouvertes. Donc par exemple, à tel moment, le participant a imaginé une contraction de la main gauche, à tel moment, il a fait de l'imagination motrice sur la main droite, et très très bien détaillé dans des métadonnées. Et à utiliser des pipelines, donc des séries d'analyses également ouvertes, qu'on fait tourner sur tout ça pour permettre une évaluation et un score comparable, complètement, absolument comparable, toute autre chose étant égale, d'un pipeline à un autre, ou sur un jeu de données ou un autre, etc. Donc les scores en question, ça va être par exemple des taux de classification, pour reprendre mon exemple, sur à quel point on a bien déterminé, classifié si la personne a imaginé un mouvement de la main gauche ou de la main droite, ce genre de choses. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une des pistes futures très prometteuses en open science. Voilà, petit mot pour terminer. C'est vraiment un domaine extrêmement vivant, avec une communauté vivante et grandissante. On m'aurait demandé de faire le même talk dans 6 mois, j'aurais sûrement eu d'autres choses à dire. Donc tout ça, c'est très excitant. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Jonas. Alors nous, ce qui nous drive à Next, c'est effectivement de montrer que le neurofeedback cristallise en fait un ensemble d'enjeux, et aujourd'hui on voulait vous montrer justement que depuis les enjeux du big data, de l'open source, jusqu'aux enjeux des thérapeutiques non pharmacologiques, des paradigmes et du multisignaux, en fait le neurofeedback permet de questionner tous ces enjeux qui sont propres aux neurosciences cognitives, et donc c'est pour ça que cette dernière partie sur l'open source nous paraissait importante. Alors normalement on doit libérer à 18h l'amphi, mais si ils nous virent, on arrêtera les questions, mais on peut quand même prendre quelques questions de discussion sur ces aspects open source et data partagée. Moi j'en ai une. Est-ce qu'il est prévu que vous fassiez un driver OpenVibe pour EEG? En fait, il est déjà compatible LSL, etc. Donc okay. LSL, c'est ce qui est utilisé dans OpenVibe. L'idée, c'est que ce soit le plus diffusé possible. Donc oui, bien sûr. Sur le problème des marquages CE, c'est compliqué ou c'est impossible? Parce que je me demande si même légalement c'est possible d'obtenir un marquage CE pour de l'open hardware. C'est possible puisque Plux, par exemple, l'exemple de Matos Physio, sont marqués CE. Donc c'est tout à fait possible, c'est juste très cher. Il faut, par exemple, je sais pas, à chaque nouvelle version, micro-version du code, il faut que ce soit documenté. Il faut prévoir les usages particuliers de la technologie et tout. Enfin, c'est vraiment un casse-tête.